Là, on va vous passer la parole, ceux qui souhaitent intervenir. Voilà, donc alors, Patrick Baudin, le frère de Thierry. Bon, moi je suis un ancien de l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé chez Guirbet à la Nester, et dans le temps dans un laboratoire qui s'appelait Doba à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique en 1977, il y avait environ 1027 laboratoires pharmaceutiques, des petits, moyens, grands. D'accord, 1027. D'où je tire ce chiffre d'une plaquette de ce qui s'appelle le SNIP, le Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique, patronal, qui trouvait que ça faisait pas bien ce syndicat, donc ils se sont baptisés le LEM, les entreprises du médicament. Ça fait plus marché, quoi. C'est mieux, quoi. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est environ à 240 laboratoires. Hein, vous voyez un peu, ça a été divisé par 5. On n'a pas arrêté de casser, de fusionner, de racheter, de vendre. Enfin, c'est une grande monopolie. Frédéric en a dit deux mots tout à l'heure. Quand Aventis, qui était la conjonction de Roussel Uclaf, Euxt, Marion, a fusionné, il y avait 16 centres de recherche en Europe. Ils sont tombés à 4, divisés par 4, le nombre de chercheurs, d'accord. Donc ça a été dit, on n'a pas arrêté de casser l'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Alors quand Frédéric disait tout à l'heure, il nous manque des chercheurs, il nous manque des techniciens. Oui, si on commençait déjà par les virer, ça serait déjà pas mal. Voilà. Si on maintenait les sites pharmaceutiques existants, ça serait pas mal non plus. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis dans un collectif médicaments bien communs. Nous nous battons aussi, on n'en a pas parlé là, donc je vais en toucher deux mots, sur un aspect qui est très important aussi, c'est le fait que le médicament, il dépend énormément de la propriété intellectuelle, hein, qui est une propriété exclusive de la connaissance du vivant, etc. Et nous militons contre l'extension du marché au domaine de la santé. Hein, le droit de la santé, du soin, de santé, les médicaments, ça doit échapper au marché, ça doit revenir dans le public. Et la propriété intellectuelle s'appuie sur les brevets. Et les brevets n'ont pas toujours existé dans la pharmacie, ni même dans l'industrie fine qui alimentait les laboratoires, y compris en Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est à peu près au moment de la guerre, là, où ça a basculé, parce qu'avant, justement, il était interdit de breveter. Donc c'était dans le domaine public et accessibilité à tous. Donc en faisant du brevet, ils se sont accaparés une partie de la science, ils l'ont breveté et ils en font une marchandise, ce qui fait qu'après on ne peut pas reproduire le médicament avant une vingtaine d'années sous une forme générique, etc. Ce qui fait qu'ils ont cette propriété, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que c'est arrivé avec les accords de l'Organisation mondiale du commerce, les ADPIC, qui sont, ADPIC c'est l'acronyme des accords sur le droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que le médicament, il dépend actuellement de l'Organisation mondiale du commerce et non pas de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Si déjà, au niveau de l'ONU, ça rentrait au sein de l'Organisation mondiale de la santé, on y verrait déjà plus clair. Alors là, c'est un marché. Et donc, le capital fait ce qu'il veut, quoi. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, c'est les labos qui font la loi. C'est pas les États qui dictent ce qu'ils veulent aux laboratoires, c'est les laboratoires qui dictent aux États leurs besoins. Et on se couche. Alors je passerai sur la manière dont les entreprises arrosent les campagnes électorales américaines, etc. Donc ils ont pignon sur rue, ils font ce qu'ils veulent. Je vais m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, l'idée aussi du débat qui se prolonge, c'est le second, mais il a un point commun. C'est-à-dire qu'il faut non plus faire des propositions, faire l'état des lieux, faire des propositions pour changer, etc. Mais s'emparer du présent
pour construire immédiatement. Alors, on l'a vu dans le précédent débat, c'est ce qu'on souhaite mettre en route, mais y compris sur ces domaines-là, qui nous paraissent énormes, un petit peu plus très loin, en fait, il y a des possibilités également de réussir. C'est un petit peu ce que vous aviez proposé, enfin une activité qui finalement a pu récupérer. Tout n'est pas fini, tout n'est pas gagné, mais on a des prémices qui nous indiquent du possible. Oui, en effet, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un groupe de chercheurs-développeurs avec qui je travaille, qui avait décidé, il y a déjà 12 ans, de remonter toute la filière radiologie. Alors, la radiologie, bon, c'est un problème d'électrons, comme vous le savez, sans doute, c'est la même chose que les radars militaires. Et donc, transmettre là au niveau de la radiologie, c'était pas très compliqué. Alors c'est pour ça qu'ils ont proposé, au lieu de faire des engins de guerre, faire des engins de réparation du corps humain. Et ils avaient en plus une entreprise, ça s'appelait Triskel à l'époque, qui existe encore, de tenter de sauver justement cette entreprise en développant la partie radiologie. Et ils ont réussi, après avoir mobilisé les élus politiques locaux, et ça n'a pas été simple, mobiliser les petites et moyennes entreprises, mobiliser les universitaires, etc., à créer un mouvement qui a permis au niveau donc, du conseil de filière d'admettre la création d'une structure sous forme coopérative. C'est-à-dire que même les responsables des PME ont accepté que la nouvelle entreprise soit sous la forme coopérative industrielle. Là, il faut le faire. Alors, ça va sans doute se faire un jour ou l'autre, mais ils sont freinés directement par l'Élysée. Donc, on voit bien qu'à l'Élysée, ils veulent bien que des entreprises viennent, à condition que ça soit étrangère. Le développement endogène de notre pays est fortement freiné. On l'a vu d'ailleurs même pendant le Covid, avec l'histoire des masques, etc. Moi, je connais des tas d'entreprises qui auraient pu le faire, sans problème, dans la semaine. Et ils ont été freinés par le ministère, sous divers prétextes. Mais ce qu'on remarque quand même, que dans un pays normal, entre guillemets, je sais pas, cette histoire de nouvelle CGR, enfin de coopérative, en un an, le problème aurait dû être réglé. 1 milliard, c'est rien. 12 ans de combat. 12 ans de combat. Eh bien, moi, je salue les chercheurs-développeurs qui ont réussi à pousser. Et je fais remarquer qu'au passage, il y a eu des élections professionnelles dernièrement. Et même parmi les cadres, la CGT a gagné beaucoup de points. Merci. Il soutient quand même. Il regarde d'un œil intéressé ce qui se passe. C'était le point d'appui aussi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, Bernard Dubois, CGT Sanofi à la retraite, et membre avec Patrick du groupe Médicaments Bien Commun et du groupe de Capital Exit de Lucien et Jean Sèvres. Nous travaillons aussi sur le médicament. Deux choses sur le pôle public du médicament. Il y a quand même un certain nombre de choses à lever sur cette notion de pôle public du médicament, en particulier la cohabitation avec les grands groupes pharma, et savoir si ce pôle public a vocation à ramasser un petit peu les morceaux de ce que pourraient laisser les grands groupes pharmaceutiques, et puis faire en sorte que
peut-être on n'oublie pas une notion qu'on a développée il y a quelques années, c'est la nationalisation, avec d'autres critères que ceux qui ont été mis en place dans les années 80, c'est-à-dire avoir des critères de satisfaction des besoins, puisqu'en fait, jusqu'aujourd'hui, les nationalisations qui avaient eu lieu, elles étaient sur les critères de gestion que les laboratoires pharmaceutiques, et ce qui a permis, pour une grande partie, la casse aussi de l'industrie pharmaceutique. Donc ce pôle public du médicament, il a besoin, pas d'être imposé comme ça, mais effectivement d'avoir un vrai débat et son positionnement par rapport à l'industrie pharmaceutique et les gains colossaux. Et effectivement, les collusions qu'il y a avec le pouvoir actuellement, on le sait très bien aujourd'hui, puisqu'on sait par exemple que Sanofi pollue en ce moment à Mourinx sur le bassin de Lac, et que personne ne s'en offusque, puisque la population aujourd'hui est malade du fonctionnement de cette usine, et c'est important qu'on le sache. Donc effectivement, il y a cet aspect-là, et puis il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas attendre le grand soir, et donc on travaille aussi à savoir comment on peut mettre en place des choses. Bon, je connais très bien Jean-Luc Malétra, puisqu'on le consulte aussi sur ce qu'on veut mettre en place. Nous, on travaille sur la mise en place d'une scope du médicament, donc ça va faire 2 ou 3 ans qu'on travaille là-dessus, pour faire en sorte que l'on puisse fabriquer des médicaments dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, sur des médicaments qui sont aujourd'hui, qui manquent cruellement aux hôpitaux, puisqu'on travaille sur les médicaments de réanimation de cardiologie qui sont dans les SAMU. On travaille sur le BCG que tu as cité tout à l'heure, puisque effectivement l'usine canadienne qui fabriquait ce médicament utile pour les cancers de la vessie, l'usine a été fermée faute de rentabilité, et donc c'est un manque de chance fort, puisque les gens vont mourir maintenant puisqu'il n'y a plus ce médicament. Et donc ça c'est ces aspects-là qu'on travaille. Alors il y a l'aspect bien sûr théorique et politique qu'il faut mener, mais il y a aussi le fait qu'il faut pas attendre le grand soir, il faut se retrousser les manches, organiser des luttes, mais aussi prendre des initiatives pour créer un tissu économique de l'économie sociale et solidaire. Oui, la question qui me vient, c'est comment nous nous emparons de paroles capables de gagner les gens à cette idée. Notamment, je pense qu'un des moteurs du parti, l'humain d'abord, dit beaucoup sur la visée qui est la nôtre. Et quand nous disons ça, on opposait tout à l'heure le problème du brevet et tout ça, mais si nous revendiquions un brevet particulier qui serait la valorisation de l'humain, je pense que cette revendication peut devenir très populaire et qu'à partir de ce moment-là, on est capable de mobiliser. Parce qu'en réalité, après la manière dont le Parti communiste a été traité pendant des décennies, je crois aujourd'hui qu'il faut rappeler aux gens que c'est le Parti communiste qui est vraiment le porteur de leurs intérêts. Merci Nadine Pichon. Dans le sens de ce que dit le camarade, parce qu'on a le sentiment maintenant depuis de nombreuses années, comme je le disais, c'est-à-dire c'est le sens économique qui guide toutes les décisions, toutes les décisions qui concernent la politique de santé, pour avoir y compris négocié les 35 heures à l'hôpital avec le Parti socialiste, et puis avoir vécu les luttes hospitalières, les restructurations diverses et variées, la loi Bachelot et on en passe. Je pense que, comme le dit le camarade, la santé, dans toutes les enquêtes d'opinion, oscille entre la première et la deuxième préoccupation de la population. Et la santé, c'est pas seulement ne pas être malade. La santé, c'est un état de bien-être dans la société, dans le travail. Donc moi, je pense qu'en effet, le parti
doit en faire une priorité nationale politique, c'est-à-dire que il y a l'emploi, il y a ce qu'on dit sur l'emploi, les salaires, l'industrie, évidemment, il faut que le parti porte ces enjeux-là, mais il ne faut pas qu'on néglige cette priorité nationale en matière de politique de santé. Parce que c'est le bien-être, c'est toute la société. Avoir du travail, c'est aussi être en bonne santé. Ne pas en avoir, c'est mourir. Le chômage tue. Et pas qu'ici, moi je me souviens qu'une fois, j'étais tombée sur un article de presse aux États-Unis, le titre c'était « Le chômage tue ». La pauvreté tue. Enfin voilà, donc je pense vraiment que c'est un projet de société, la politique de santé. Et je pense qu'on a des points d'appui. Alors c'est très dispersé, on a des luttes hospitalières d'un côté, on a les médecins qui se mobilisent. Alors, avec pas tous les mêmes priorités. Moi maintenant je suis en Loire-Atlantique. Récemment il y a le syndicat des médecins généralistes qui commence à organiser des débats sur l'accès aux soins, sur le nombre de médecins, y compris l'idée des centres de santé publics gagnent dans l'opinion publique. Moi je vois qu'à Basse-sur-Mer, une ville de droite, ils viennent d'ouvrir un centre de santé public avec des médecins salariés. Donc ça évolue cette idée, y compris chez les médecins. Moi, pour en discuter avec les médecins généralistes où je vais en consultation, c'est pas un centre de santé, c'est un pôle santé. Mais ils sont ouverts à ça. La féminisation de la profession des médecins, tout ça, fait que je pense qu'on a beaucoup de points d'appui pour faire avancer ces idées, que c'est vraiment un projet de société qui place l'humain au centre des décisions politiques. Et je pense qu'on ne part pas de rien, même si on subit ces politiques depuis de nombreuses années. Je pense qu'on est arrivé un peu au taquet. On n'a plus de médecins, on n'a plus de professionnels, le problème des médicaments. Enfin, qu'est-ce qui guide la politique de santé dans ce pays? C'est le fric ou c'est l'état de bien-être de la population? C'est ça qu'il faut qu'on arrive. Et je pense qu'il y a une oreille dans la population ouverte sur ces sujets. Alors je suppose que le parti bosse là-dessus. Moi je me suis un peu éloignée de ça, encore que je remets les mains dedans en Loire-Atlantique. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on néglige que c'est un sujet qui dépasse vraiment que l'hôpital, enfin il faut, mais c'est un projet global de santé. Merci Nadine. Nadine Préjean a été secrétaire de la Fédération Santé CGT. Vous y était ensemble. Ça nous rappelle des luttes. Oui, je crois. Vous m'entendez là? C'est bon? Tant que les gens n'auront pas compris qu'il faut prendre leurs affaires en main dans les entreprises, etc., qu'ils doivent être partie prenante de la stratégie des organisations, eh bien, on n'avancera pas. Il faut lutter pour qu'effectivement, dans les organisations, on oblige le patronat à accepter, et même vous direz s'il faut, que les travailleurs prennent part à la mise en place des stratégies d'entreprise. Sinon, on n'arrivera jamais à rien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais revenir sur l'économie sociale et solidaire. Il y a actuellement une offensive du capital sur justement ce secteur-là qui était délaissé jusqu'ici aux associations. Et on voit arriver aujourd'hui des entreprises sous une fausse, sous la fausse, disons, nomination d'associations et qui sont en fait derrière des capitaux qui veulent investir là-dedans. Alors, investir, c'est beaucoup dire, ou plus exactement, piquer les subventions d'État dans ce domaine. Je citerai par exemple une association qui s'appelle SOS, qui est extrêmement dangereuse et qui fait le tour de toutes les régions, les départements, les mairies, etc., pour récupérer ce secteur-là. Et on sait ce que ça donne. Et derrière, qui est derrière? Eh bien, des gens qui sont près de la Macronie.
et près des capitaux américains. Donc vous voyez que là, on a un combat à mener et il est possible de les mener. Et alors en tant que l'un des responsables d'une grosse association, il faut faire très attention de cette idéologie qu'on voit au travers de l'association qui dit plus on est gros, plus on est fort. C'est pas vrai. Plus on est local, plus on sera fort. Parce que eux, ils ne peuvent pas être locaux. Voilà. Donc il faut des associations très décentralisées, avec des gens qui prennent leurs décisions localement et qui obligent les mairies à ne pas financer les fausses associations. Merci vraiment. Donc là, on arrive au terme de... À moins qu'il y ait quelqu'un qui souhaite intervenir. Ah oui, oui. C'est avant toi je posais la question. Donc on t'invite à conclure, à faire une pas conclure, mais en tous les cas, faire un petit point de... Oui, moi je pense que il faut oser. Et il faut que vous aidiez aussi ceux qui n'osent pas à oser. À la fois sur le terrain et puis dans d'autres sphères. Parce que il ne faut pas opposer la bataille concrète et les batailles concrètes, la perspective de fond et puis les batailles politiques. C'est trois choses différentes. Et mettre ça dans la grande question de la qualité du soin et de la question de la santé, c'est pas seulement médicaments. Il y a un problème de relocalisation de médicaments pour la qualité du soin. Et la grande question, c'est les besoins et la qualité du soin. Donc, il faut arriver à comment dire, faire monter la convergence des exigences. C'est ça qui est très important. Et on a des appuis. J'insiste. Il y a les exigences de la population qui voit à quel point elle souffre sur la santé. Mais nous, il faut qu'on désigne des responsables, des leviers, à la fois des responsables et des leviers d'action. Sinon, s'il n'y a pas de responsabilité, c'est le voisin qui est responsable ou c'est l'extrême droite qui se développe. Cette question du capital, elle est importante. Le capital a ses responsabilités dans le recul de la santé. Je le citais dans le débat précédent. J'avais été l'un des initiateurs avec d'autres, c'est moi qui avais rédigé avec d'autres l'appel des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital. 100 000 signatures pendant la pandémie, c'était une des plus grosses pétitions, ils m'ont appelé, Change.org. Donc ça veut dire, et avec des signatures dans tous les départements, même pas réparties suivant le fait que le Parti communiste est fort dans tel ou tel département. Ça concerne tout le monde cette question. Mais il faut que vous sachiez qu'on m'avait dit « Ah mais Fred, le capital c'est trop compliqué, les gens comprennent pas, faut pas mettre ça. Faut juste demander la gratuité des masques. » C'est vrai, hein? D'ailleurs, le Parti communiste, c'est des communistes qui ont soutenu cette pétition, mais la direction du Parti communiste, elle a fait une pétition pour la gratuité des masques, qui a fait 5000 signatures. Donc, Nadine a raison, Nadine Prigent. Il faut qu'on le prenne, cette question-là, c'est une question politique. Elle le dit de façon positive. Moi, je clarifie un peu plus les choses comme une bataille politique pour aider le Parti communiste français à oser mener cette bataille sur la santé. Nous avons la question des européennes, la question des services publics et du service public de santé. Et je dirais, il y en a deux autres, éducation et transport. Mais santé, comme service public, est décisif dans les européennes. Ça, c'est très important. Parce que l'Europe, elle fait l'austérité, donc elle écrase toute la santé. Et la Banque Centrale Européenne, elle renforce, alors qu'il y a de l'argent. Ça m'amène à un point important. Nous voulons, mon camarade, je suis d'accord avec toi, c'est l'idée, j'ai bien dit d'ailleurs, appropriation publique et sociale, et pas seulement nationalisation, ce qui entraîne, c'est-à-dire pas seulement étatisation, mais une vraie appropriation avec des pouvoirs des travailleurs, des salariés, des usagers aussi, de l'ensemble de la filière. Alors ça ne veut pas dire toutes les entreprises, mais vraiment les entreprises décisives et lourdes. D'ailleurs Sanofi, nous disons Sanofi est français, mais 65% du capital de Sanofi est détenu par des investisseurs étrangers, essentiellement des fonds d'investissement basés aux États-Unis. C'est peut-être même pas des Américains, mais basés aux États-Unis. Donc nous disons appropriation publique et sociale.
Mais pas seulement avec le critère des besoins, avec une nouvelle efficacité économique et sociale. C'est-à-dire l'argent, il doit servir à une nouvelle efficacité. Nous voulons, pour faire simple, baisser le coût du capital et économiser sur les coûts du capital, les dividendes, les intérêts, les excès d'investissement, pour développer les dépenses d'efficacité nouvelle, la recherche, l'emploi, la qualification et les services utiles. Baisser le coût du capital pour développer les autres dépenses. Ça, c'est une bataille de fond. Et ça, on peut rentrer là-dedans, parce que nous avons comme appui, je le disais tout à l'heure, les habitants et leurs besoins, de différents âges. Nous avons aussi comme appui les gens qui veulent un emploi, les jeunes qui voudraient être recrutés, par exemple à l'hôpital en pré-embauche, ou bien dans les entreprises en pré-embauche, c'est-à-dire avec un pré-salaire avant de pouvoir travailler, donc il faut des avances et de l'argent. Mais nous avons les salariés dans les banques, nous avons les salariés dans les banques, qui eux veulent que leur banque serve à autre chose. Nous avons les salariés à la Banque de France, qui veulent que la Banque de France serve à autre chose. Tiens, nous avons des alliés partout. Donc nous pouvons faire des convergences très fortes. On peut organiser des débats en faisant venir des camarades des banques aussi, qui veulent que leur banque et leur travail de financement y servent à la société et pas à la prédation. Donc ça, c'est très important. Et enfin, la question du bien commun, du brevet bien commun, du médicament bien commun. Je pense que le bien commun, c'est décisif. Une chose n'est pas bien commun en soi. Elle a vocation à être bien commun, on la transforme bien commun par une organisation, par des lois, par des services publics, par des décisions. Et effectivement, l'OMC, c'est elle qui a la main sur les brevets. Nous proposons, perspective, de la transformer en organisation de maîtrise des échanges et de l'investissement international au service du bien commun. Et donc elle travaille avec l'OMS, avec le plan pour le climat, etc., avec les différentes organisations. C'est-à-dire de changer les choses. Le commerce devient un moyen, et le but, c'est le bien commun. C'est-à-dire, il faut pouvoir partager les technologies. On ne va pas faire du souverainisme nationaliste, où ma technologie, je ne te la donne pas, mais la partager pour le bien commun, pas pour se faire du fric. Donc ça, c'est très très important. Et c'est un facteur d'efficacité. Parce que des recherches pour développer un médicament, si j'étale leurs coûts sur un pays, c'est très peu. Si j'étale leurs coûts sur la production dans le monde entier, le monde en bénéficie, et ça fait que quelques centimes de recherche à rembourser. Et donc, c'est une nouvelle efficacité qui relève le défi du capital. Parce qu'on a face à nous le capital qui, lui, a partagé dans des multinationales. Mieux que le faisait une entreprise publique, nationale. Eh bien, nous, on dit oui, il faut partager mondialement, mais sans avoir ce coût du capital. Donc partager mondialement sans le marché financier. Ça, c'est très important. Et donc, c'est d'autres lois, effectivement, avec le médicament comme bien commun. Je reviens. La priorité à la santé, la filière, les services publics doivent piloter l'ensemble de la filière. Il y a un comité de filière dans chaque domaine. Le comité de filière, il doit intégrer les services publics et pas être restreint à l'industrie au sens étroit. Parce que finalement, l'industrie, elle travaille pour un bien commun qui est la santé, pas pour un médicament. Et d'ailleurs, des fois, on fait trop de médicaments et pas assez de soins. Nous le savons bien. Il n'y a pas de psy ici, mais on pourrait développer. Et donc, c'est bien le service public du soin qui doit piloter dans un comité de filière en intégrant l'industrie. Dans une nouvelle démocratie. Et ce service public, il doit avoir des moyens financiers avec lui, parce que s'il n'y a pas de moyens financiers, eh ben c'est le capital qui reprendra la main et ce sera inversé. Donc cette question des pouvoirs sur l'utilisation d'argent est très importante et ça ne concerne pas que les banques. Et je conclue là-dessus. Regardez sur quoi s'est faite l'unité syndicale récemment. Une autre utilisation des aides publiques. Toutes les entreprises sont pourries d'aides publiques. Et pas seulement le crédit impôt recherche, mais les exonérations de cotisations sociales. Donc qu'est-ce qu'elles font avec notre argent finalement, les entreprises? Elles sont pourries de notre argent, et qu'est-ce qu'elles font avec ça? C'est aussi un fil très important que nous pouvons tirer pour mobiliser. Merci.